Voilà, ça marche. Baby les sons. Pour une question qui nous rassemble aujourd'hui autour de est-ce que voilà, l'écoute de la voix, des sons et de la musique favorise-t-elle le développement du langage chez le tout petit? Alors, je voulais simplement remercier tout d'abord Antoine Conjar, Eliane Sauce et puis Cécile Guinard pour l'Hexagone et la Biennale Art Sciences qui nous ont permis de vous raconter un peu les dessous de l'expérience qui nous rassemble. Et je voulais juste recontextualiser un petit peu cette aventure qui est avant tout une histoire de rencontre. Et donc, je voulais préciser que moi, je m'appelle Christelle Pilet et que je travaille pour une association qui s'appelle Médiart, comme médiation artistique, et qui est soutenue par le conseil départemental de l'Isère, historiquement, je tiens à souligner, et que ce projet des langues de Baby Lab qui nous rassemble ici autour de cette question centrale a été soutenu par l'université, bien sûr, avec le laboratoire de psychologie et neurocognition, par le pôle culture aussi de l'université. Je dois aussi remercier les programmes ou dispositifs liés à l'université qui s'appellent l'IDEX. Et je dois aussi spécifiquement, pour ce projet des langues de Baby Lab, remercier, sans qui ça n'aurait pas pu se faire, nous avons l'équipe de la métropole, donc Grenoble Métropole. Il y a également Fontaine, la ville de Fontaine, la ville des Bains. Nous avons aussi le ministère de la Culture, la DRAC qui accompagne ce projet. Et puis, bien d'autres lieux et bien d'autres collectivités territoriales qui ont continué à soutenir ce projet pour son essaimage sur le département. Pour faire très vite, dans l'idée de laisser très vite la parole à Hélène Offenbruck, ici, Myriam Roulet et Bertille Puissac, musicienne. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, c'est une histoire de rencontre entre deux équipes. Donc une équipe de scientifiques qui travaillent au laboratoire de psychologie et neurocognition, et plus particulièrement dans un centre de recherche autour du nourrisson, qu'Hélène va nous présenter tout à l'heure. Et puis une équipe de musiciens improvisateurs donc l'écoute, et qui sont fascinés par l'écoute pleine et entière du tout petit enfant. Et c'est bien pourquoi cette question est devenue commune dans le frottement, dans le fait de confronter des postures professionnelles, dans le fait de confronter aussi des manières d'être à l'écoute entre les recherches des scientifiques et les recherches des musiciens. Les musiciennes en l'occurrence, pour une expérience qui s'est plus particulièrement déroulée à Fontaine. Voilà, donc place à d'abord une variation scientifique avec Hélène, et puis une variation artistique avec Myriam et Bertille qu'on va pouvoir écouter. Et puis on essaiera de trouver un petit peu de temps pour échanger, s'il en reste. Merci. Merci. Donc si on peut avoir le changement d'écran. Donc, je vais vous présenter ce projet Langue et musique de Baby Lab, qui est un projet qui se fait donc en lien, grâce à Christelle Pillet de l'association Médiart, et donc en lien avec plusieurs musiciens et musiciennes de l'agglomération grenobloise. Moi, je suis chercheuse au laboratoire de psychologie et neurocognition, qui dépend du CNRS et de l'université Grenoble-Alpes. Et dans ce laboratoire, on a une plateforme d'études du nourrisson qui s'appelle le Baby Lab, qui accueille des nourrissons et des jeunes enfants pour mieux les tester, mieux les comprendre, mieux comprendre le développement cognitif du nourrisson. Alors pour commencer, savoir ce qu'on fait dans ce laboratoire, dans ce Baby Lab, je vais vous diffuser un petit film qui est un documentaire qui a été fait par Télé Grenoble et qui illustre assez bien nos recherches. Ils sont encore en couche-culotte, mais font déjà avancer la science. Léandre, 4 mois, et Julia, 9 mois, ont rendez-vous pour la première fois au Baby Lab. Ici, pas de microscope ni de table d'examen, mais un espace d'accueil avec jouets et peluches, et une salle d'études équipée d'un écran et d'une caméra qui filme leur regard. Le Baby Lab, c'est une structure dans laquelle on étudie la cognition chez l'enfant, c'est-à-dire comment l'enfant se développe depuis la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. On va s'intéresser à comment l'enfant prend des informations dans son environnement visuel, son environnement auditif, et va l'utiliser pour grandir. Donc, c'est-à-dire comment les enfants vont créer des catégories, comment les enfants vont acquérir le langage, comment les enfants vont apprendre à reconnaître les choses. Reconnaître des visages, percevoir des sons ou des couleurs, mesurer l'habituation ou la réaction à la nouveauté,
Chaque expérience est conçue pour étudier une fonction cognitive bien précise. Elle est ensuite menée sur plusieurs groupes d'enfants d'âge différents, entre 4 mois et 2 ans. Par exemple, comment on reconnaît un visage? Est-ce qu'on reconnaît un visage de la même manière pour 4 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois? En fait, il y a des changements qui arrivent. Par exemple, à l'âge de 6 mois, les enfants vont reconnaître tout type de visage. Ils peuvent reconnaître aussi bien quelqu'un qui est de type européen, qui est de type asiatique, qui est de type africain. Vraiment, vers 9 mois, les enfants vont devenir un peu comme les adultes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes à reconnaître des visages qui sont moins fréquents dans leur environnement. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi il y a des changements qui se produisent au cours du développement? 2 fois par semaine, les équipes du Baby Lab font le tour des maternités pour recruter de nouveaux bébés, une expérience validée pour Annelise. Oui, dans la mesure où c'était possible, c'est un semblait naturel de le faire. Et mon mari l'avait déjà fait avec notre deuxième, avec Madeleine, à Paris à l'époque. Et il avait trouvé ça très rigolo aussi, de voir comment elle réagissait. Voilà. À mon tour de vivre ça. Pour Julia et Léandre, la mission est accomplie. Entre bâillements et gazouillis, les 2 bambins ont été très réceptifs aux images et aux sons. Ils repartent avec un petit livre imagé parfait pour éveiller encore plus leur curiosité. Financé par le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes, le Baby Lab reçoit chaque année entre 350 et 400 enfants. Et donc, parmi les compétences qui nous intéressent au Baby Lab, il y a évidemment le langage. Et moi, je suis chercheuse en sciences du langage, donc je m'intéresse au langage en général, mais surtout aussi au développement du langage chez le nourrisson et l'enfant. Et donc, on commence à mieux comprendre les étapes du développement du langage chez l'enfant et le nourrisson. On sait par exemple qu'il y a déjà un apprentissage prénatal, c'est-à-dire qu'on sait que le système auditif du bébé, du fœtus, devient fonctionnel déjà au bout de 7 mois de grossesse. Et donc, à partir de 7 mois de gestation, le bébé va commencer à pouvoir entendre les sons de sa langue. On sait qu'il reconnaît la voix de sa mère. En mesurant le rythme cardiaque des fœtus, on sait qu'ils sont sensibles à la voix de leur mère. Et on sait aussi que si la mère lit pendant la grossesse une histoire à voix haute, tous les jours, pendant les dernières semaines de sa grossesse, bien à la naissance, le bébé va reconnaître cette histoire, et même cette histoire va avoir un côté apaisant. Et d'autres arguments pour nous faire comprendre que l'apprentissage commence bien avant la naissance, c'est aussi ce que produisent eux-mêmes les enfants, pas seulement ce qu'ils perçoivent, mais ce qu'ils produisent. On sait que le contour mélodique des langues est variable. Quand on parle français, on a une tendance à accentuer plutôt la fin des mots et donc avoir une intonation qui monte à la fin des mots. Et puis, si on parle allemand, ça va être l'inverse. L'intonation est élevée en début de mot et elle va descendre. Mais il se trouve que des chercheuses ont enregistré les cris de nourrissons de quelques jours, donc des nouveau-nés. Et elles ont fait ça en France et puis en Allemagne. Elles ont observé les contours mélodiques de ces nourrissons. Et donc, vous allez les entendre et vous allez vous rendre compte que les bébés nourrissons allemands n'ont pas les mêmes contours mélodiques que les petits bébés français. Oups. Pardon. Cry of a baby born to German-speaking parents. Donc on est là. And this one is a baby born to French-speaking parents. Can you tell the difference? It's in the intonation. The French baby goes up and the German baby goes down, just like the general intonation of both languages. Donc voilà, donc les petits nourrissons déjà ont l'intonation de leur langue, l'accent de leur langue. On peut ensuite, après la naissance, s'intéresser à ce que perçoivent les nourrissons. Et on sait que, par exemple, à 1 mois, les bébés sont capables d'entendre les différences entre toutes les consonnes de toutes les langues du monde et de toutes les voyelles des langues du monde. Donc ils ont une sensibilité perceptive très aiguë. Et puis, petit à petit, ils vont être baignés dans une langue ambiante ou plusieurs langues ambiantes et ils vont devenir des spécialistes de leur langue maternelle, qui peuvent être plusieurs d'ailleurs. Et à ce moment-là, ils ne vont prêter attention qu'aux différences, si elles sont sensibles, si elles sont utiles dans leur langue. Donc à partir de 12 mois, il y a déjà une spécialisation sur les sons de la langue ambiante.
En production, on repère aussi un certain nombre d'étapes. On sait qu'à la naissance, le nourrisson est capable de contrôler son souffle, sa respiration. À 1 mois, il va être capable de contrôler les vibrations de ses cordes vocales. Donc, je vais vous faire entendre un petit nourrisson d'1 mois. Vous allez entendre ces vocalisations qui sont typiques à cet âge-là, qui consistent simplement à savoir faire vibrer ses cordes vocales. Donc ça, ce sont des contrôles, hein, des sons qui sont contrôlés. Et puis à 7 mois, le bébé va apprendre à coordonner le mouvement de ses cordes vocales, la vibration de ses cordes vocales, et puis le mouvement de ses articulateurs, qui sont la mandibule, la mâchoire, la langue et les lèvres. Et quand il se met à coordonner les deux, va apparaître ce qu'on appelle le babillage canonique chez les chercheurs, qui est en fait ce moment où le bébé comprend qu'il peut avoir ces mouvements de mandibule en même temps que les oscillations de son larynx. Et donc cette oscillation mandibulaire, avec un mouvement du larynx, ça va donner ma, ma, ma. Et donc en tant qu'adulte, on va dire ça y est, mon bébé dit maman. En fait, il est simplement en train de coordonner l'oscillation de sa mandibule avec l'oscillation de ses cordes vocales, qui est une étape qui est cruciale dans l'apprentissage du langage et qui apparaît à peu près vers 7 mois. Donc ça donne ça. Dans cet enregistrement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a déjà des tours de parole entre l'adulte et l'enfant. Donc l'enfant peut répondre à l'adulte de façon contrôlée et volontaire. Et puis, vers 12 mois, se met en place une nouvelle étape qui est elle aussi très importante, qui est le moment où l'enfant fait un lien entre le son qu'il produit et le sens que cela a. Ce lien, on a pu montrer qu'il se fait grâce en particulier au pointage. Donc, vous allez sûrement observer des bébés de 10 à 12 mois qui se mettent à pointer dans l'environnement. Ces bébés-là sont en train d'isoler des objets de l'environnement pour lesquels ils ont besoin d'avoir l'attribut, quel est le mot qui correspond à cet objet. Et petit à petit, ils vont faire ce lien qui est très important pour le développement du langage entre le son et la référence, l'objet. Donc ça, c'est à peu près vers 12 mois. Un enfant qui commence à pointer, on sait qu'à peu près 2 mois après, il va prononcer ses premiers mots. Alors, dans l'apprentissage du langage, il y a aussi quelque chose qui est très important, outre le fait d'être capable d'entendre des sons et de percevoir les sons de sa langue et d'être capable de contrôler ses articulateurs. Il y a aussi être capable d'imiter. Donc, on sait que l'imitation, c'est un outil d'apprentissage du langage, mais aussi des comportements sociaux. Et on sait aussi qu'entre 12 et 18 mois, les nourrissons apprennent environ 1 à 2 comportements nouveaux par jour. Et ça, c'est simplement en imitant. Donc l'imitation est très importante et elle est au cœur de l'interaction sociale. Et on a pu observer que les nourrissons et les jeunes enfants vont imiter les sons du langage ambiant. Et donc c'est ce qu'on voit déjà dès la naissance, hein, les nouveau-nés qui ont cette intonation de leur langue, mais ils vont ensuite imiter les sons et les différentes suites, séquences sonores de leur langue ambiante, l'intonation, le rythme, les articulations. Et donc très tôt, les productions vocales des bébés sont colorées par la langue ambiante. Alors on peut, puisqu'il y a du rythme, il y a de l'intonation dans le langage, on peut s'intéresser au lien entre musique et langage.
Et on peut observer qu'en fait, le nourrisson, il est exposé à un univers sonore qui est riche, qui est varié. Il y a évidemment les bruits de son environnement. Il va y avoir des berceuses qu'on peut lui chanter, des comptines qu'on peut lui raconter. Et puis, il y a la façon avec laquelle on s'adresse à un nourrisson, qui est ce qu'on appelle le mamanet ou le parler bébé, qui est le fait d'utiliser une voix un peu plus aiguë, une articulation qui est plus exagérée, une intonation plus ample, plus extrême et des rythmes plus variés. Donc, quand on parle à un bébé, on lui parle comme ça, mon beau bébé. Et ça, c'est très important parce que d'abord, ça lui plaît, et puis ça va l'aider à découper le flux sonore, à repérer les mots. Donc il n'y a pas que le pointage, il y a aussi l'intonation qui aide le bébé à trouver les mots dans le langage. Et donc il se trouve qu'on a dans le langage ce qu'on observe aussi dans la musique, c'est-à-dire du tempo, des répétitions, des rythmes, des mélodies, qui sont donc des caractéristiques communes au langage et à la musique. Et donc on peut s'intéresser à comment la pratique de la musique peut répondre à la pratique du langage. Et il commence à y avoir des études sur ce sujet chez le nourrisson, chez le très jeune enfant. Il y a une étude en particulier qui a montré que le fait de pratiquer la musique de façon participative avec des bébés pendant 6 mois, des bébés qui avaient eux-mêmes 6 mois, le fait qu'on pratique cette musique, pas qu'on leur fasse écouter des CD enregistrés, ça va faire émerger des gestes communicatifs beaucoup plus tôt donc, que l'écoute de musique en préenregistrée. Donc les bébés vont se mettre à avoir des gestes qui correspondent aux gestes qu'on produit lorsqu'on veut communiquer. Et cette même étude, elle a montré aussi que la pratique musicale participative, elle a aussi des effets positifs, non seulement sur la communication, mais sur le comportement socio-affectif des bébés. Donc les bébés qui avaient été exposés à ce groupe-là, ils avaient une meilleure tolérance à la frustration. C'était des bébés qui avaient des meilleures réactions à la nouveauté. Donc ils allaient plus spontanément vers des objets nouveaux ou des personnes nouvelles. Ils étaient aussi plus gais. On observait plus de sourires dans ce groupe d'enfants-là. Et puis ils avaient plus de capacité à s'auto-apaiser en cas de frustration. Il y a une autre étude aussi qui a montré qu'il y a un lien entre le langage et l'attention. Donc, plus l'attention d'un nourrisson est soutenue, plus son vocabulaire va augmenter. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est pas juste le fait d'avoir des échanges langagiers avec un enfant qui est important, mais c'est la qualité des échanges langagiers. Il ne faut pas juste que le bébé baigne dans du langage, il faut aussi qu'on soit avec ce bébé, qu'on soit attentif pour que ça ait un rôle vraiment bénéfique. Et ce qu'on a pu observer, c'est que l'attention du nourrisson pour un objet, elle va être renforcée si l'adulte s'intéresse lui-même aussi à cet objet. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir contribué à développer l'attention chez l'enfant et chez le nourrisson et l'enfant, ça va contribuer ensuite à faire que sa capacité d'attention sera meilleure par la suite. Donc la capacité du nourrisson à maintenir son attention, elle dépend de ses expériences dans le passé. Donc la question qu'on peut se poser, et qui est celle qu'on se pose dans ce projet, c'est celle du lien possible entre la pratique de la musique participative et le renforcement de l'attention chez le nourrisson. Et notre question, c'est est-ce que des interventions musicales précoces, elles peuvent contribuer à renforcer la capacité du bébé à maintenir son attention, et du coup, est-ce que ça pourrait contribuer à développer le langage de façon renforcée ? Donc c'est ce fameux projet Langue et musique de Babylab dont vous a parlé déjà Christelle Pillet qui pose cette question et qui rassemble des chercheuses du Babylab, mais aussi des musiciennes et des musiciens de l'agglomération grenobloise, donc avec le soutien de Médiar et puis de l'IDEX de l'Université grenobloise. Il y a un grand nombre de partenaires qui sont listés ici. Nos objectifs dans ce projet, c'était de croiser les regards des artistes, mais aussi des chercheurs sur l'expressivité et la communication du nourrisson, et puis d'observer si l'initiation à la musique et à l'art vocal pouvait renforcer l'attention du tout petit et renforcer du coup le développement du langage. Donc c'est vraiment des recherches croisées, c'est-à-dire que les artistes sont elles-mêmes en recherche d'une œuvre musicale qui soit peut-être vocale et gestuelle et instrumentale, mais qui soit vraiment à destination des tout-petits et de leur famille. Et puis du côté des scientifiques, c'était aussi la recherche d'études
de méthodes d'étude des productions vocales et gestuelles des nouveau-nés qui soient spontanées, ce qui est très difficile à observer habituellement en laboratoire. Et puis aussi essayer d'évaluer ce bénéfice possible d'une intervention musicale interactive précoce dans un environnement familier, donc qui ne soit pas en situation de laboratoire. Donc ce projet s'est décliné en plusieurs variations. Des variations que vous avez déjà pu écouter si vous êtes allé à l'Espace 600 avec différents intervenants, différents musiciens de l'agglomération. Donc elles ont été jouées à l'Espace 600 puis elles seront jouées la semaine prochaine à la Source à Fontaine. Et donc je vais parler en particulier de l'expérience fontainoise qui a vraiment été importante parce qu'elle a permis des mesures expérimentales scientifiques. 2 structures de la petite enfance étaient engagées dans ce projet. Une crèche municipale qui est la crèche Léa Blin, qui est une grosse crèche avec 40 places, et puis une petite crèche associative parentale, la crèche Mosaïque avec 16 places. Et évidemment, on avait la participation de 2 musiciennes exceptionnelles, expérimentées, mais aussi expérimentales, qui sont Bertille Puissat et Myriam Roulet, qui sont à côté de moi. Et donc, dans ces crèches, on avait 2 groupes d'enfants. Dans chaque structure, il y avait 2 groupes d'enfants. Et il y avait un groupe à qui on proposait une activité musicale et un groupe auquel on proposait une activité de psychomotricité. Et chaque groupe a eu 6 séances d'intervention. Donc c'était soit de la musique pendant 6 séances, soit de la psychomotricité pendant 6 séances sur 6 mois. Vous avez là les effectifs, le nombre d'enfants dans chaque groupe. Et je vais vous montrer, si on a le temps, quelques petites vidéos de comment ça se passait, ces séances, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que vivaient ces enfants dans les 2 groupes, donc en musique et en psychomotricité. Donc là, vous vous rendez compte de l'attention soutenue qui était celle des bébés. Les musiciennes ont exploré de nombreux sons différents. Donc là, on voit des sons harmoniques. Elles ont fait des explorations rythmiques. Je vais pas vous montrer toutes les vidéos. On verra si on a le temps éventuellement à la fin. Mais juste, je passe sur les diapositives pour que vous vous rendiez compte que donc il y avait des rythmes aussi qui étaient proposés. Et nous, on a vu en tant que chercheurs des comportements se mettre en place, quelques comportements d'imitation qui sont très difficiles à obtenir en laboratoire. Donc là, on les a vus, on a pu les filmer. On a eu aussi des moments où les bébés se mettaient à participer, à faire de la musique aussi, soit avec les musiciennes, soit entre eux. Donc on voit aussi des nouveau-nés qui se mettent, des bébés qui se mettent à jouer ensemble sur un tambourin, donc avoir cette volonté de faire de la musique ensemble. On a observé aussi quelques pointages, ce qui était pour nous aussi assez intéressant. Et puis vraiment une forme d'attention très, très soutenue pendant longtemps. Ils sont capables de rester 20 à 20-30 minutes à écouter ces musiciennes et à être là dans la musique. Donc, ouais, je vais passer sur ça aussi. Alors dans le groupe psychomotricité, il y a aussi des choses très intéressantes et beaucoup d'activités collaboratives et motrices. Il y a aussi beaucoup d'échanges langagiers, alors qu'il y en avait très peu dans les séances de musique puisqu'ils étaient vraiment dans la musique. Donc voilà. Donc on a eu aussi beaucoup de pointages, beaucoup de dénominations dans le groupe psychomotricité. Et puis ce qu'on a fait surtout pour essayer de voir ce lien entre musique et langage, avant de commencer toute cette série d'expériences, on avait donné des questionnaires aux parents, qui sont des questionnaires qui ont été donnés par Sophie Kern, qui est une chercheuse à Lyon, qui nous permettent d'avoir un peu les compétences langagières des enfants. Donc on demande aux parents, donc là on remercie fortement les parents qui ont participé à ces études parce qu'ils ont rempli de façon très détaillée les mots que comprenaient leurs enfants et les mots qu'ils comprenaient et étaient capables de prononcer aussi.
Donc on a pour chaque enfant son niveau de langage au début de l'expérience et son niveau à la fin de l'expérience. Et ce qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce que les bébés avaient augmenté leur vocabulaire entre le début et la fin de l'expérience. Alors là, vous avez les graphes sur la gauche qui vous montrent que tous les bébés ont augmenté leur vocabulaire. Donc des 2 groupes d'enfants ont tous augmenté leur vocabulaire sur cette période de 6 mois. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette augmentation, elle est plus importante, significativement plus importante dans le groupe musique. Donc il semble que le fait d'avoir bénéficié de ces séances participatives très précoces de la musique pendant 6 mois, ça a contribué à augmenter la taille du vocabulaire de ces enfants beaucoup plus que simplement ces séances de psychomotricité. Alors, ce sont bien sûr des résultats préliminaires qui sont tout frais, ils datent de 2019 et on a besoin de les répliquer. Donc, l'expérience se poursuit cette année au sein de la crèche La Goélette. Donc, on vous en dira peut-être plus d'ici 1 an. Et avant de passer, de passer sur la suite de cette variation, de passer à la variation artistique. Je voulais remercier tous les bébés, bien sûr, et leurs parents qui ont participé à cette étude, les personnels des crèches qui ont été vraiment très impliqués pour nous aider à recueillir les questionnaires langagiers en particulier. On remercie évidemment les 2 musiciennes qui ont été vraiment très, très impliquées dans ces projets. Et puis Christelle Pillet, qui, il faut reconnaître, a une énergie assez incroyable pour mener ça au sein de ce type de structure. Christophe, qui est l'administrateur de l'association Médiar, et puis tous les partenaires du projet qui sont listés sur cette diapo. Donc peut-être que c'est à toi de parler maintenant. Merci Hélène. Et donc on va vous proposer une autre expérience. On a expérimenté, donc on va vous inviter en fait à vous lever et à vous rapprocher en fait de l'espace des musiciennes, parce que c'est l'idée de donner la parole à Myriam et à Bertie sous la forme d'une variation du coup musicale. Donc vous rapprochez pendant une petite dizaine de minutes. On aura l'occasion de rentrer dans les sons, les propositions vocales et musicales de Bertie. S'il y en a qui se sentent même de monter un peu sur les côtés pour être au plus près, c'est possible. Entouré. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien.
Merci. Merci beaucoup, Bertie et Myriam. Donc c'était un moment choisi aussi pour nous de vous partager ce type d'improvisation et
et de productions sonores et vocales, en fait, qui se sont à chaque fois déroulées dans les structures de la petite enfance et qui ont permis de comme ça questionner aussi du côté de la recherche. Moi, j'aurais bien une question, alors, ou rester là, du coup, pourquoi pas. C'est juste que je me demandais, j'aurais voulu poser une question à Hélène. Donc, c'est venu enrichir et nourrir un protocole, tout ça, de recherche, en fait. Et pour après donner la parole à Bertie et à Myriam, c'est aussi de savoir en quoi cette expérience est venue nourrir, en fait, vos pratiques habituelles. Et donc, ça, c'est un cas intéressant que j'essaie de défendre auprès de la communauté des chercheurs, qui est le fait que des recherches peuvent naître de questions qui sont formées par la société, par nous tous, donc par l'association Médiar, qui avait cette question du lien entre musique et langage, et qui est venue très tôt nous solliciter pour que nous, les chercheurs, on s'intéresse de plus près à ce lien. Et donc, au départ, on a trouvé que c'était un peu saugrenu de se dire, tiens, on va étudier comment les enfants sont avec des vrais musiciens et des vraies musiciennes. Et puis, petit à petit, au cours de ces séances, au cours de nos questions, de nos rencontres, de nos échanges avec les musiciennes, et surtout au cours des séances avec les nourrissons et les bébés, la question, elle est devenue une vraie question scientifique, une vraie question qui peut être prise sous un angle vraiment expérimental, avec des mesures quantitatives, puisque là, on a pu vraiment observer ce développement du langage, on a pu observer des comportements intéressants chez les nourrissons. Donc, c'est quelque chose qui me semble qui est intéressant de développer, c'est d'avoir ces échanges plus nourris entre les questions des chercheurs, les questions auxquelles on s'adresse dans la recherche, et puis les questions qui viennent des personnes de la petite enfance, des associations qui font du lien entre les artistes et puis la société. Et donc, là, c'est une réussite, je pense, de ces échanges possibles. Et nous, on a très envie, du coup, de continuer. Merci. Et de la même manière, pour les musiciennes improvisatrices ou musiciennes qui se questionnent sur l'adresse aussi, et c'est peut-être pas non plus habituel, ce genre de proposition. Est-ce que... Oui, il n'y a pas non plus de bébé dans la salle. Si, il y en a un, je crois. Oui, il y en a un tout petit là-bas, qu'on n'entend pas, d'ailleurs. Mais voilà, la même question pour vous, en fait, Bertie et Myriam. En quoi c'est venu bousculer peut-être un peu des habitudes, des pratiques, le fait d'être aussi dans une vie quotidienne d'un lieu, une structure de la petite enfance, des enfants qui sont assez intransigeants, justement, par rapport à une écoute vraiment pleine et entière. Qu'est-ce que ça vous a renvoyé dans vos habitudes de travail ? Moi, pour ma part, en fait, qui suis plutôt dans le domaine artistique, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi modifier les postures. C'est aussi la question de la posture, c'est-à-dire que quand on vient en tant que musicien sur un contexte, comme on vient de l'expliquer, ce qui est important, c'est effectivement l'acuité, l'attention. Et effectivement, on n'est ni là pour faire un concert, ni là pour faire participer les enfants. On est vraiment sur un travail d'écoute qui, du coup, il y a une espèce de porosité qui se crée entre, effectivement, les tout petits et nous. Et je trouve que dans ce projet aussi, ce qui a été intéressant, au-delà déjà de ce que Hélène a pu vous expliquer sur l'impact de l'attention et du langage, il y a vraiment aussi des postures qui sont, bousculées pour tout le monde, que ce soit les professionnels de la petite enfance, que ce soit les musiciens. Et de ce fait, du coup, je pense qu'on a vraiment tous été nourris par quelque chose qui nous a tous reliés. C'est vraiment l'histoire d'être là sur vraiment un travail d'acuité. Et c'est pas si évident que ça, en fait. On se rend compte que ça demande beaucoup d'attention. Donc voilà, en tout cas en termes de témoignages d'expérience de mon côté, voilà ce que ça a pu aussi nourrir, cette histoire de la question de la posture aussi du musicien dans un projet comme ça, où effectivement
eh bien, il y a une zone qui est difficile même à expliquer, en fait. Hein. C'est une histoire d'attention, mais du coup, il y a vraiment une porosité. Voilà, donc je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je raconte, mais voilà. Alors pour moi, qui suis plutôt une intervenante régulière dans les structures de la petite enfance, c'est venu beaucoup bousculer justement cette histoire de l'écoute des enfants. Donc moi, j'intervenais plutôt sur un mode très participatif des enfants, avec un petit moment d'écoute au départ, et après que les enfants soient vraiment dans la manipulation, et j'accompagne cette manipulation de manière un peu personnelle au cours des séances. Et là, le fait d'être intervenu sur ce projet Baby Lab avec Bertie, où les enfants sont dans une attitude, une posture d'écoute, moi, ça modifie aussi le fait d'arriver dans les structures en tant que, non plus seulement intervenante, mais aussi en tant que musicienne. Voilà, chose que j'ai été peut-être un peu de côté, et du fait de cette expérience et maintenant du recul de bientôt déjà 1 an sur ce projet, moi ça a modifié ma façon d'intervenir dans les structures, avec beaucoup plus finalement d'accompagnement musical, vocal, instrumental, tout en laissant les enfants manipuler et jouer. Et je me rends compte qu'il se passe encore plus de choses, le fait de les enrober de quelque chose de sonore, un petit peu plus qu'avant. Je trouve que ça modifie aussi leur écoute et leur façon d'interagir et de répondre. Donc en ça, moi je trouve ça très intéressant, et je pense qu'en effet cette expérience prouve vraiment que les enfants, en étant en situation également d'écoute, après sont en situation et de reproduction, soit plus ou moins à long terme, mais en tout cas il y a forcément de la reproduction à un moment donné, et ça c'est très riche, voilà, et ça nourrit notre langage aussi personnel. Merci Myriam. Donc la pratique et l'écoute en fait, et j'avais entendu dire, je crois que c'est toi Hélène qui a dû dire ça à un moment, il faut laisser le temps au bébé de comprendre ce qu'il sait déjà. Et est-ce que de passer par le sensible, d'avoir ces moments d'écoute, puis après d'observer, donc de faire aussi, tout ça contribue en fait à comment on explique ça, réactiver ou trouver des circuits ou des chemins au tout petit pour construire dans sa tête. Oui, tout à fait. Donc là, c'est ce qui était vraiment assez fascinant dans ces séances, c'était d'abord le fait qu'on était dans des crèches, dans des quartiers où les enfants sont plutôt bouche-bouche, comme on dit. Et d'avoir tout d'un coup se mettre. Il suffisait que Bertie et Myriam soient là avec leurs instruments pour que les enfants se mettent immédiatement dans une situation d'écoute attentive. Tous les personnels de la crèche nous disaient, mais on les a jamais vus comme ça. Et parfois même des mamans nous disaient après, mais comment vous faites? Parce que moi, mon bébé, pour qu'il reste 20 minutes à ne pas bouger, à écouter, je ne l'ai jamais vu comme ça non plus. Donc il y a cette capacité que les bébés ont, qui naît de cette confrontation à 2 musiciennes qui sont investies et qui sont là avec eux. Ce qui nous a semblé vraiment important, c'était le fait que cette présence de l'adulte pour l'enfant et avec l'enfant, c'est quelque chose qui a l'air d'être fondamental pour qu'il y ait ce moment d'attention, et qui va ensuite justement développer ce qu'il y a en l'enfant, c'est-à-dire cette capacité à échanger, à communiquer. Mais voilà, donc on était nous toujours en tant que scientifiques saisis par ça, par le fait que les bébés étaient comme vous l'étiez tout à l'heure quand vous écoutiez Bertie et Myriam, c'est dans une situation vraiment d'imprégnation. Un petit temps ensuite, après qu'elles aient fini, quelques secondes où ils restaient encore calmes, et puis tout d'un coup ils y allaient, ils s'autorisaient et ils venaient prendre les instruments, ils venaient faire des imitations de jeux de rythme sur les tambourins, à plusieurs, en collaborant. Enfin, en s'organisant, tout à fait. Donc il y a ça, il faut leur laisser le temps d'entrer dans la communication, mais il faut leur proposer ce temps. Voilà. Merci Hélène. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, moi j'ai aussi envie d'ouvrir, si vous avez des questions, de commencer un échange possible, de partager des expériences, si vous avez des questions sur ce projet-là. Il y a un relais de micro dans la salle. Merci.
Oui, moi j'avais une question pour les deux musiciennes. Donc on se rend bien compte quand on est près de ce que vous faites que votre production musicale elle est très riche. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la clé d'arriver à susciter l'attention de ces bébés pendant une période de 20-30 minutes, le fait qu'il y ait beaucoup de variations, des types de sons très différents, des types de comment dire des rythmes, etc. Intensité, très différents. Voilà, intensité aussi différente, etc. Je pense que oui, c'est une partie de la. Vous avez en partie répondu à votre question. En effet, je pense que la variété de propositions fait qu'il y a toujours un peu de la surprise. Et c'est surtout aussi le fait que même Bertille et moi, on ne sache pas exactement ce qui va se passer, puisqu'on est toujours en improvisation et en recherche de ce qui peut se produire, quoi, très à l'écoute l'une de l'autre. Et je pense que c'est cette attention aussi qu'on a entre nous qui fait que les enfants le sentent et du coup sont aussi attentifs à tiens, et maintenant, tiens, elle bouge un peu la main, qu'est-ce qu'elle va prendre, elle va vers ça, elle va taper là-dessus. Et je pense qu'en effet, la diversité de propositions fait que les enfants sont dans une belle attention. Mais effectivement, excusez-moi, je finis ce que tu dis, mais il y a vraiment déjà une écoute entre nous. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte aussi que le projet arrivait vraiment à être riche parce que c'est vraiment un travail d'équipe en fait, hein, et du coup je pense que c'est un peu la clé aussi de ce travail, c'est une écoute aussi dans l'articulation du projet. Enfin voilà, moi j'ai envie de dévier un peu, mais c'est oui, Bertie, j'ai envie de souligner en fait cette notion de recherche en fait. Ouais. C'est d'être le contexte aussi fait que, enfin ou en tout cas l'intention, enfin comment on se met tous, on embarque tous dans le même bateau. Alors évidemment qu'on n'a pas le même angle de recherche et c'est ce qui fait bien la diversité des regards, la complémentarité, la richesse. Mais pour que ça arrive jusqu'aux oreilles des tout petits, effectivement, il y a un moment, enfin ça va dans les deux sens, hein. Qu'est-ce que le petit nous renvoie aussi ? Mais en même temps, c'est aussi parce qu'il y a cette posture très tenue de la recherche, qu'est-ce qu'on cherche ensemble ? Et donc l'écoute entre les musiciennes, forcément, mais aussi comment, avec les scientifiques, quand Hélène parlait d'être disponible quand on est vraiment là, ici, maintenant, et le ici, maintenant, chez les improvisateurs, ou en tout cas la question musicale, c'est être aussi dans ce mouvement ou cet acte de création. Et les tout petits, 10-18 mois, parce qu'on n'a pas parlé trop de tranches d'âge, là où le langage commence à s'organiser, si j'ai bien tout saisi, mais on est dans aussi cette question du rapport au monde et à la création. Et la création, les scientifiques créent tout le temps, les musiciens, les artistes créent tout le temps, et c'est ce lien art et science et ce frottement où à partir du moment où tout le monde est ensemble dans cette question commune, je pense que le petit aussi, et c'est aussi comment lui nous renvoie aussi son propre rapport au monde, qui vient nourrir, etc., etc. Myriam, tu voulais... Oui, je voulais compléter sur peut-être aussi la question, le fait que Bertie et moi, on soit aussi très dans ce qu'on fait, aussi ensemble. Il y a aussi la question de la disponibilité dont on parlait tout à l'heure, et je le constate chaque semaine dans les interventions que je peux avoir dans les crèches, c'est-à-dire que avec les professionnels, si les professionnels sont partie vraiment prenante avec les enfants, la séance, elle fonctionne toujours vraiment très très bien. Il y a de l'interaction avec les enfants, il y a de l'écoute, et à partir du moment où les encadrants sont un petit peu moins là, ne serait-ce que simplement un moment de décrochage, ça peut arriver, c'est sûr, tout de suite on sent que l'enfant se désinvestit aussi, est moins à l'écoute, est vraiment moins présent, et forcément la séance ne se déroule pas du tout de la même manière. Ça, c'est quelque chose que je constate au quotidien. Donc la présence et la disponibilité est vraiment importante, je pense, avec les tout petits. Et du coup, cette question de développement et d'écoute, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Merci. Moi, ce que je trouve vraiment remarquable, bien sûr, c'est... vous l'avez pointé, vous n'êtes pas du tout dans une position d'animatrice, hein, parce que vous êtes beaucoup plus dans votre vie courante.
Et ça, c'est remarquable parce que les enfants ne sont pas animés, mais ils sont embarqués. On n'a pas vu assez de choses pour que je vois ce qu'il en est du regard et des interactions entre vous et eux. Parce qu'ici, vous étiez entre vous. Nous, on était témoins de ce que vous faisiez, sans vraiment que vous veniez nous chercher. C'est nous qui étions captivés de voir un truc qui se passe, le visuel, l'auditif. Mais du coup, il n'y a rien de trop. Et moi, ça me plaît bien, cette histoire-là, parce que, entre tout ce qui concerne le langage des tout-petits, on cherche beaucoup à aller les chercher, à les faire parler, à les faire ci, à les faire ça. Et moi, ce qui me régale, c'est la dimension artistique, la dimension sensible, hein, et disons que les chercheurs, moi je m'en passe, parce qu'en fait, ils sont en train de montrer des trucs dont on se doute, qu'on sait bien, parce qu'on a observé, les enfants, on les voit grandir, on les voit pousser, on sait bien que de faire de la musique leur fait du bien, on sait bien des tas de choses. Les chercheurs, c'est leur boulot, c'est de mesurer des trucs, de montrer. Donc ça tombe bien, ça m'intéresse que vous alliez mettre en évidence que ça a de l'effet. Mais vous n'êtes pas en quête d'aller chercher, d'aller prouver, d'aller faire voir, etc. Et ça, vraiment, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Après, ça m'intéresserait de voir des vidéos un peu plus pour repérer les interactions qu'il y a entre vous. Est-ce qu'il y en a, ou simplement celles que vous avez entre vous sont suffisamment porteuses, captivantes, pour que les enfants vous suivent, et voilà. Je crois que là, par exemple, par rapport à aujourd'hui, c'est très perturbant pour... Enfin, je parle pour moi, mais je pense que, connaissant un peu Myriam maintenant, c'est vraiment une histoire de température ambiante. C'est vraiment jamais acquis, jamais la même chose. On ne sait jamais ce qu'on va faire, parce que c'est vraiment un travail d'écoute. Et là, par exemple, d'être ici, dans cette grande salle, avec vous, non pas qu'on n'aime pas votre compagnie, pas du tout, mais c'est juste que c'est pas du tout la même température. Et donc, forcément, ça impacte directement sur comment on va... dans notre langage et dans notre écoute. Donc effectivement, c'est pas vraiment la même chose en étant ici comme en étant à la crèche Mosaïque, comme vous avez pu observer. Donc effectivement, les mises en situation sont peut-être plus... Enfin, je sais pas, c'est difficile de pouvoir répondre à comment ça se passe, parce qu'effectivement, c'est vraiment lié à une température. C'est là qu'on se rend compte que l'environnement dans lequel on se trouve a un impact énorme, même entre les deux crèches que vous avez pu observer brièvement sur les vidéos. On avait une crèche qui était toute petite, dans une salle très confinée, avec une acoustique très résonante, et une crèche très grande, avec un son plutôt mat, et on était beaucoup plus à distance des enfants. Et ben déjà là, il se passait deux choses différentes. On avait des réactions d'enfants très différentes, des mimétismes à certains endroits, à d'autres non. Donc on se rend compte que même dans la réception des enfants, comment ils sont embarqués justement aussi, ça joue aussi l'environnement dans lequel eux se trouvent avec nous. Donc il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en jeu, et c'est là qu'on se rend compte que ben oui, c'est le principe de l'être humain, on est bien vivant, bien inconstant, et que effectivement c'est jamais la même chose pour plein de raisons. Ouais. Enfin, donc effectivement on est loin des protocoles standards. C'est ça. Tout à fait. Et donc c'est très très juste ce qui a été dit là, c'est-à-dire qu'en effet, ce que vous avez vécu là et ce que vivent les enfants, c'était évidemment différent, mais il y avait aussi ce même phénomène qui était que on ressentait, nous en tant qu'adultes présents, et les bébés j'imagine aussi, ressentaient cette symbiose qu'il y avait entre Bertie et Myriam, qui était entre elles. Elles étaient en train de créer une œuvre d'art, elles étaient en train de créer de la musique ensemble, et c'était pas, en effet, pas d'animation pour les bébés. Et donc là, vous allez en voir peut-être quelques extraits, j'espère que ça se sent. Alors il faut pardonner la qualité sonore, c'est pris avec un petit caméscope assez mauvais, donc ça restitue pas la qualité musicale. Mais ce que vous pouvez observer, c'est l'attention des nouveau-nés, enfin de ces petits bébés. Et puis là, dans cette séquence-là, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était le fait qu'il y en a une qui trouve ça tellement intéressant qu'elle veut le montrer aux autres, vous allez le voir.
peut-être en donner un autre encore. Encore une autre attention. Alors là, donc la première, c'était la petite crèche. Là, c'est la crèche plus grande. Je ne vous montre pas toute la séance, mais donc ça dure. Et ce qui est intéressant, c'est pas des bébés qui dorment, c'est vraiment des bébés attentifs. La petite fille qu'on voit là, qui est un peu plus grande que les autres, au bout d'un moment, elle s'est mise à se balancer en rythme avec la musique, à avoir vraiment un comportement d'entrée dans la musique. Donc on avait vraiment des phases comme ça de réception très... On a parlé d'enfants captivés, captés, mais c'est pas qu'ils dormaient, c'est pas qu'ils étaient... Ils étaient juste bien à écouter, quoi. Merci Hélène. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a une dame... En fait, c'est les instruments, en fait, parce que moi j'étais assistante en maternelle avant, et c'est vrai que c'est pas du tout, enfin quand on parle musique, c'est pas du tout le panel d'instruments qu'on voit dans un orchestre. Donc c'est ça. Et est-ce que c'est aussi, je vois qu'il y a la flûte, mais par contre le but c'est aussi que les enfants après puissent aussi jouer des instruments que vous leur montrez, ou c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux niveaux, il y a les instruments petite enfance maternelle, et puis après finalement, enfin, il y a les instruments dits classiques, quoi. Donc c'est plus, je sais pas, ma question est pas très claire, quoi. Mais... Merci. Juste pour voilà, en glissant la parole après, c'est juste que ce que vous posez comme question, moi qui me réveille aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par musique. Oui, qu'est-ce qu'on écoute. Après, c'est pas du tout une critique, hein, du tout, c'est une constatation, parce que justement, tout d'un coup, je me dis, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, ça déplace aussi la représentation qu'on peut avoir des instruments de musique, en petit, en moyen, en grand, en adulte, en orchestre. Enfin, ça déplace tout ça parce qu'on essaye d'attraper la matière sonore et d'être dans la création, ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, l'instrumentarium, il y a aussi des instruments qui sont là, mais qui ne seront pas utilisés. Et comment on fait sonner les instruments autrement. Et du coup, et je passe la parole tout de suite à Bertille et Myriam, c'est qu'est-ce qu'on donne à entendre, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce que c'est que la musique, quels sons sont agencés. Et les tout petits, ils sont tout à fait, donc pas déjà, comment dire... câblé, c'est un peu fort comme terme, mais dans ces codes sociaux, il n'y a pas tous ces codes sociaux non plus, et du spectacle, et de l'instrument, et de la musique, et du coup, ils prennent les choses aussi, et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus faire attention à comment on voilà. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment, enfin, le travail, c'est surtout d'aller chercher... en fait, la dramaturgie, ce qu'on fait, on n'est pas dans du répertoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner un morceau, une chanson. On est là pour la dramaturgie qu'on va avoir, l'écriture musicale, elle va naître de l'écoute, en fait. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un exercice difficile aussi pour nous, parce que, comme je vous disais, on est très inconstant, donc on peut des fois être moins disponible, et donc on est moins à l'écoute de soi-même, donc moins à l'écoute entre nous. Donc forcément, ça s'entend aussi dans ce qu'on fait, mais on n'est pas là pour effectivement venir plaquer un répertoire qu'on va aller donner aux enfants. C'est pas l'objectif. En fait, on n'est pas dans du didactique ou du faire avec. On est vraiment dans un travail de recherche déjà entre nous.
Et donc forcément, ça induit un rapport au son qui est différent. Donc effectivement, quand on a les instruments, même si on peut les utiliser dans leur fonction première, la flûte ou la derbuka, on va peut-être pas forcément les utiliser de façon effectivement habituelle comme on peut le faire en maternelle, en éveil musical. On n'est même pas dans l'éveil en fait. Hein. Enfin, oui, je pense qu'on n'est pas dans l'éveil. Ouais, voilà. Oui, bonjour. Moi, je me retrouve bien dans ce que disait Madame tout à l'heure, de dire on n'est pas là pour entraîner les enfants ou les faire répéter quoi que ce soit, mais leur faire partager quelque chose. Et je me demande, en tant que chercheur, j'ai l'impression que ça doit éveiller plein de protocoles ou plein d'envies de recherche. Et entre autres, je me dis que du coup, là, cette force d'être à deux, finalement, bien sûr, c'est de la musique et c'est de la création musicale, mais aussi c'est vraiment une interaction. Et est-ce que ce qu'on montre aux enfants ou ce qu'on propose aux enfants, c'est pas avant tout un lien et une relation entre deux personnes au-delà de la musique, et est-ce que du coup ça ferait pareil si c'était qu'une personne, voilà, c'est pas très clair non plus. Exactement, c'est des pistes de recherche qu'on a tout à fait envie d'explorer. Donc c'était en effet très fort cette relation qu'avaient Bertie et Myriam entre elles, et je pense que ça s'est senti dans comment les enfants ont réagi, et c'est vraiment très intéressant qu'on a eu spontanément des moments de musique à deux. J'en ai un petit là que je peux vous montrer rapidement, mais on voit ces enfants qui se mettent ensemble sur un tambourin entre enfants. Je vous le montrerai après. Et donc, on s'est posé cette question-là aussi. Est-ce qu'il faut être à deux? Est-ce qu'il faut que les enfants ils sentent qu'il y ait ces deux adultes ensemble pour que ça fonctionne aussi? Alors, il se trouve que le projet il a eu plusieurs variations et qu'il y a eu, il me semble, quelques variations où il y avait des solos. Et il y a aussi quand même en solo, il y a aussi cette attention soutenue, mais peut-être qu'elle induit moins des comportements collaboratifs par la suite. Donc ça serait vraiment une piste intéressante, parce que le langage, c'est quand même avant tout aussi la communication et la collaboration. Donc on a très envie d'aller mieux tester tout ça et mieux comprendre les enjeux de comment la communication et l'écoute de l'autre et l'attention partagée, l'attention conjointe participent au développement. Ouais. Petit film, et on me fait signe que c'est bientôt la fin, voire maintenant, juste après le film. Merci pour votre attention. Voilà.